Si en Martinique, tu t'es déjà retrouvé à être le seul noir dans un espace et que tu t'es demandé qui ça allait là, cette vidéo devrait t'intéresser parce que c'est bien ça qu'elle est là. On va parler du génocide par substitution. Black Girl Magic. Le génocide par substitution, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quand on anéantit un peuple, non pas en le tuant, mais en remplaçant sa population. C'est quand on organise le départ d'un groupe présent et la migration d'un autre groupe pour remplacer le premier. C'est en fait l'ensemble de toutes les attaques dirigées contre un groupe et qui ont pour objectif à long terme la disparition de ce groupe. Chez nous en Martinique, c'est quand il y a énormément de locaux qui quittent l'île et qu'en même temps il y a une forte immigration de blancs français qui ne viennent pas seulement pour squatter les plages et les restaurants, ce ne sont pas de simples touristes, mais des Français qui viennent s'installer ici et qui ont plus facilement accès au logement, au travail et à toute autre forme d'opportunité que nous, chez nous. C'est Aimé Césaire qui est à l'origine de cette expression en Martinique et pour lui, le génocide par substitution, c'est le dépeuplement de la Martinique au profit des blancs français. Et le départ des jeunes Antillais vers la France, pour Aimé Césaire, c'était vraiment une volonté de vider les îles de leurs forces vives au moment où la départementalisation commençait à être remise en question. Aimé Césaire était considéré comme le défenseur de la loi de la départementalisation avant d'en devenir le premier critique. Mais c'est quoi la loi de la départementalisation et pourquoi est-ce qu'elle a été remise en question? La loi de la départementalisation, dite d'abord loi d'assimilation, mais on a vite changé parce que c'est pas bien de dire qu'on est assimilé, même quand c'est le cas, c'est une loi qui a été votée en 1946 et qui nous fait passer du statut de colonie au supposé statut de département français. C'est une loi qui a été remise en question par Aimé Césaire alors que c'est lui-même qui en a fait la promotion. Pourquoi? Parce que lorsque cette loi-là a été adoptée en 1946, il n'y a eu aucune autre alternative politique en fait que cette loi. Et les choses ont été précipitées et du coup ce n'est que quelques années après qu'on a pu constater que les promesses de citoyenneté française n'ont jamais été tenues, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on était en train de nous assimiler, de nous départementaliser, de nous rendre français, nos voisines de la Caraïbe et nos frères et sœurs du continent, eux, étaient plutôt tournés vers l'indépendance. Il y avait en fait un contexte mondial favorable à l'indépendance. Donc beaucoup de pays d'Afrique et des îles de la Caraïbe ont pris leur indépendance dans le courant des années 50-70. Il est important de noter que d'anciennes colonies françaises, l'Algérie et Madagascar aussi ont pris leur indépendance dans la même période. Et du coup, les colonies françaises restantes, nous, on a manqué de peu, nous aussi, de prendre le même chemin en fait que nos frères et sœurs dans le monde entier. D'ailleurs, il y a eu énormément d'événements chez nous et dans les autres départements qui montrent bien que la situation était extrêmement tendue et qu'il y avait un véritable désir de souveraineté et d'indépendance. Il y a eu les émeutes à Fort-de-France en décembre 59 avec l'OJAM. Il y a eu la grève des ouvriers agricoles au Lamentin en mars 61. Les émeutes à Pointe-à-Pitre aussi en mai 67. Basse-Pointe en 74 à Chalvet. Beaucoup d'événements qui montrent que la situation était extrêmement tendue. Vous croyez qu'une révolution est ici possible, une révolution comme il y en a eu à Cuba ou en Algérie? Certainement. Certainement. Parce que nous avons déjà ici tout ce qu'il faut. Le rhum pour exciter la foule, les belles paroles pour exciter la foule, et ils ont déjà des quotas affûtés, c'est leur outil de travail. Si jamais la Martinique a l'indépendance, qu'est-ce que vous ferez les béquilles? Eh bien, on va leur couper le cou, peut-être. À qui? À vous? Mais il faudra qu'ils se mettent bien. Il faudra qu'ils se mettent bien. Il ne faut pas qu'ils me ratent. Sans compter le fait que les militants indépendantistes étaient systématiquement envoyés en prison en France ou alors carrément tués. Oui, parce que ça fait très très peur à la France de voir se multiplier les revendications indépendantistes dans ces départements. Et surtout après avoir perdu l'Algérie et Madagascar. La France a très très peur en fait de voir tout son empire colonial partir en fumée. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en place un plan d'action pour s'assurer de pouvoir conserver ces petites colonies. Vidéo. En 1959, à quelques centaines de kilomètres des Antilles françaises, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba.
L'année suivante, Madagascar, toute proche de la Réunion, accède à l'indépendance. En 1962, c'est l'Algérie qui se libère et la France perd l'une de ses dernières colonies. Fragilisé, le général de Gaulle n'entend pas laisser les restes de l'Empire français être pris par la fièvre indépendantiste. Il se rend en personne à La Réunion et aux Antilles françaises pour tenter d'apaiser le climat de révolte. Mon Dieu, comme vous êtes français! La Martinique est un témoin, un lien, un point d'où la France doit rayonner, et ce sera une de vos tâches. Mes enfants, Le noir, c'est comme un enfant. mes enfants. On remarque bien ce besoin irrépressible de la France et des béquets de nous infantiliser, en abrutissant la population avec des propagandes du style « Vous n'êtes pas indépendants, vous êtes français, mes enfants dépendants ». On sent bien que la France est en train de mettre en place un plan d'action pour s'assurer de ne pas perdre ses dernières petites colonies chéries. On voit clairement le lien entre revendication d'indépendance et politique migratoire, puisque c'est dans ce contexte-là que la France décide de mettre en place des politiques pour commencer à vider la Martinique de ses habitants, notamment avec le Bumidum. Je vous invite vraiment à aller voir les 2 vidéos que j'ai mis en référence sur le Bumidum parce que c'est très important de voir et surtout de comprendre ce qui est arrivé à notre peuple. Et ça nous permet aussi de comprendre un peu plus en détail, mais en gros, le Bumidum, à l'époque, pour l'État colonialiste français, le fait que la population martiniquaise augmente de plus en plus, ça représentait un danger, en plus de toutes les revendications d'indépendance, etc. Ils ont évoqué le fort taux de chômage et les besoins en main-d'œuvre d'une France en pleine croissance économique pour justifier la mise en place d'un système de recolonisation qui ne dit pas son nom, parce que c'est ça en fait le Bumidum. Beaucoup de ceux qui partaient avec le Bumidum n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient retrouver en France. Pour beaucoup, ils étaient persuadés de quitter une misère pour pouvoir trouver quelque chose de satisfaisant, parce qu'on leur avait promis une formation et on leur avait promis la réussite professionnelle en France. Mais en fait, c'était une grosse illusion, c'est pas du tout ce qu'ils ont trouvé. Ils se sont retrouvés dans des postes peu qualifiés, bien souvent, et dans des situations précaires extrêmement douloureuses, sachant que le Bumidum, c'est un aller simple, c'est pas un aller-retour, donc quand tu galères, ils en ont rien à battre, tu galères et c'est pas leur problème. Donc beaucoup se sont retrouvés en fait livrés à eux-mêmes parce qu'ils ne connaissaient personne sur place. Donc il y en a qui ont dormi dans la rue, il y en a qui se sont prostitués, il y en a même qui se sont suicidés. Mais c'est vraiment ridicule parce qu'avec le recul, quand on y repense, tout l'argent utilisé pour faire voyager les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Réunionnais, tout cet argent pour prendre des billets d'avion, on aurait pu le prendre pour pouvoir faire des centres de formation sur place et éviter en fait aux îles de se vider. Mais la France n'a aucun intérêt à ce qu'on reste en Martinique. Elle préfère qu'on soit loin de chez nous. Parce que pendant que tout était mis en œuvre pour inciter les Martiniquais à partir avec le Bumidum, les fonctionnaires français, eux, ils sont attirés en Martinique par des offres d'emploi alléchantes. Donc on assiste à une invasion de fonctionnaires blancs en Martinique qui ont plus d'opportunités que les Martiniquais qui, eux, sont au chômage. Vous en connaissez beaucoup des blancs qui arrivent en Martinique et qui sont au chômage? Ils sont pas au chômage. Ils occupent des postes clés à responsabilité dans les principales institutions, comme, je sais pas, la préfecture, les forces armées, la gendarmerie, le tribunal. Comme ça, ils assurent l'encadrement et surtout le contrôle de la population. Alors, ils nous encadrent, ils nous contrôlent, mais ils sont totalement déconnectés de nos réalités. Ils n'ont rien à voir avec nous, ils ne parlent même pas notre langue locale. On les retrouve aussi dans les entreprises béquets comme cadres pour assurer le fonctionnement de la plantation. Ils passent bien souvent les entretiens depuis la France et ils arrivent ici et tout leur est servi sur un plateau d'argent. Et bien évidemment, lorsqu'ils veulent monter leur entreprise, on leur accorde aussi beaucoup plus facilement une demande de prêt, de fonds qu'au Martiniquais. Là où le Martiniquais, on va lui dire clairement non. Le français, lui, ça passe au calme. Et aujourd'hui, tout ce petit monde-là, ils ont même des groupes Facebook. Des groupes Facebook dans lesquels ils vont s'échanger des conseils entre Français fraîchement débarqués. Ils vont s'échanger des petites photos des animaux sauvages trouvés sur le bord de la route.
Mais jamais, au grand jamais, dans ces groupes-là, on discute du contexte colonial dans lequel on s'inscrit. Quand on est une personne blanche qui vient s'installer en Martinique et qui bénéficie de beaucoup plus d'avantages que les personnes qui habitent ici. Si toi, qui viens t'installer en Martinique, tu ne t'es jamais posé la question, mais que tu arrives ici, tu trouves un travail, un logement et que tu bénéficies de beaucoup plus d'avantages que les personnes qui habitent ici, tu as certainement des petites tendances de colon que tu ignores. Et c'est bien ça le problème. Mais en fait, pourquoi est-ce que la France fait tout ça? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de maintenir les mêmes structures traditionnelles d'autorité et de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde la même organisation que sur une plantation. Sinon, c'est pas assez Frenchy. Le but recherché de la France aussi, c'est de modifier le rapport démographique pour éteindre toute idée de revendication nationale martiniquaise. Et on a un cas concret, on a un exemple concret qui est celui de la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie. Pareil, dans les années 80, il y avait un véritable besoin d'indépendance et la France a proposé à la Kanaki de faire un référendum mais dans 30 ans. Ils ont dit ok, on va parler d'autonomie mais dans 30 ans. Et en 30 ans, ce que la France a fait, c'est qu'elle a fait immigrer en masse des tonnes de Français. Ce qui fait qu'en 30 ans, les Kanaks sont devenus minoritaires chez eux. Quand je dis ça, ça me fait froid dans le dos. Imaginez 2 secondes qu'on vous dise que dans 30 ans, en Martinique, les Martiniquais vont être minoritaires chez eux. C'est juste impensable. Mais c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie avec les mêmes politiques migratoires qu'on applique ici en fait. Et donc du coup, faire un référendum 30 ans après, alors que le rapport démographique a changé et que maintenant les Français sont majoritaires, ça n'a pas de sens parce que c'est un référendum pour demander plus d'autonomie vis-à-vis de la France. Donc tu ne vas pas demander à des gens majoritairement français d'être plus autonomes vis-à-vis de leur terre-mère. Et donc c'était ça le plan de la France et ça a fonctionné à merveille. Avec le Bumidum, en moins de 20 ans, ce sont quand même 160 000 Antillais et Réunionnais qui ont quitté leur territoire pour la France. Nous, en Martinique, on n'est pas encore au cas de la Kanaki, mais je pense qu'on est quand même sur une pente glissante. Quand on regarde le Carbet, quand on regarde Tartane, quand on regarde les 3 îlets, quand on sait qu'on a 10 000 jeunes Martiniquais qui quittent l'île chaque année pour aller faire leurs études là-bas, quand on sait qu'on perd 15 000 habitants en moyenne tous les 10 ans, quand on sait qu'on est une population vieillissante, et que la population est en train de diminuer et que pendant ce temps, les Français continuent à immigrer en masse chez nous. Je pense que quand on fait le calcul de tout ça, on est sur la même pente glissante que la Kanaki, selon moi. Le départ massif des Martiniquais vers la France, même si ça s'est fait sur la base du volontariat, ça a eu un effet extrêmement pervers sur une population qu'on a réussi à convaincre que la seule solution pour combattre le chômage sur l'île, c'est un départ définitif en France. En 1975, à l'Assemblée nationale, Aimé Césaire déclarait « Des peuples entiers ont été finalement évacués de l'histoire parce que d'abord recouverts, laminés, absorbés. Nous nous méfions du génocide par substitution, même s'il s'agit du génocide par persuasion. » Ce qu'il dénonce là, c'est le caractère fourbe, vicieux et manipulateur de cette politique migratoire qui a incité les Martiniquais à prendre la décision de s'expatrier eux-mêmes en leur faisant croire que la France c'était l'Eldorado. Alors, juste une petite parenthèse, vraiment pour comprendre la gravité de la situation. La substitution, c'était l'un des aspects majeurs de la politique d'Hitler. C'est-à-dire que déplacer des Polonais et les remplacer par des colons allemands à qui on accorde plus d'avantages quelconques, c'est un crime qui a été jugé au procès de Nuremberg. Fin de parenthèse. À un moment clé de l'histoire où les Martiniquais auraient pu prendre les pleins pouvoirs, la France a décidé de nous infantiliser. Mes enfants, À long terme, et on le constate encore aujourd'hui, en fait, les Martiniquais ont intégré totalement l'idée que les solutions à tous leurs problèmes se trouvent en France. Et même quand on trouve des solutions nous-mêmes, on ne les valide jamais autant que les solutions qui viennent de la France. Et à terme, et c'est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on abandonne même l'idée de chercher des solutions. On attend patiemment que la France vienne s'occuper de nous. Et pour moi, l'effet pervers principal, il est là. Être dépendant, ça a un prix. Quand on est aussi dépendant, quand on est aussi assisté, ça entraîne une désactivation psychologique dont on ne mesure pas suffisamment les effets. D'année en année, ça va se traduire par encore plus de dépendance, encore plus de dénigrement de soi, parce que vous comprenez que vous passez à faire rien, encore plus d'individualisme, parce que t'en as rien à foutre en fait de ton peuple. C'est quoi même un peuple? On ne se sent responsable de rien, encore moins de son pays. On n'est pas du tout responsable de son pays, parce que c'est la France qui en est responsable. On ne se sent pas concerné par les problèmes spécifiques à notre pays. Enfin, c'est tout ça les effets de la dépendance en fait. Avec le confinement, c'est encore plus visible. Nos politiques, nous-mêmes, on a attendu en fait que la France prenne une décision
et que son représentant ici, le préfet, nous dise quoi faire pour pouvoir se mettre en action. Alors qu'il y avait un danger imminent et que nos voisins indépendants de la Caraïbe étaient déjà en train de fermer leurs frontières, nous, on a pris 0 décision alors qu'il y a une pandémie mondiale. Même en pandémie mondiale, on est incapable de prendre une décision. On a attendu, gentiment, patiemment, que la France nous dise quoi faire. Ah mais non, mais j'oubliais ce petit groupe de manifestants martiniquais qui ont osé faire des pieds et des mains pour qu'un dispositif sanitaire soit mis en place. Mais évidemment, comme c'est une décision qui n'est pas du tout venue de la France, alors ça a été totalement invalidé par la population martiniquaise qui n'aime pas que le peuple martiniquais prenne lui-même des décisions pour lui-même. Ça passe pas. Bref, ce n'est pas le sujet. En 2004, le terme génocide par substitution a été repris par des représentants syndicaux qui critiquaient la politique qui consistait à faire partir des jeunes professeurs martiniquais en France et à faire venir de France des professeurs pour enseigner en Martinique. L'objectif de la France, c'est de créer une nouvelle génération de Martiniquais éduqués par les Blancs français. Des Blancs français qui n'y connaissent absolument rien à notre façon de vivre, ni à notre culture, qui ne connaissent pas nos langues. On a même des orthophonistes blancs aujourd'hui qui corrigent la diction de nos enfants. En fait, tout ça, c'est extrêmement grave. Et on ne se rend pas compte, mais des pays comme la France, l'Espagne, je sais pas, les États-Unis, n'importe quel pays, n'accepterait jamais qu'on fasse ça à sa population. Moi aussi, je suis partie comme beaucoup, pas avec le Bumidum, mais avec la DOM. C'est le bébé du Bumidum. Mais je suis revenue parce que j'ai compris que ma place était chez moi. Et souvent, on dit qu'on part parce qu'il n'y a pas de travail en Martinique, c'est faux. S'il y a autant de Blancs français qui viennent s'installer en Martinique, c'est que les opportunités sont là. Le problème, c'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est le système qui est en place qui défavorise les Martiniquais au profit des Français. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer, selon moi. Concernant les migrants français, Césaire disait « Les nouveaux venus ne sont pas un carteron de monde pitoyable qu'il convient en effet d'aider, mais d'autres halogènes, autrement organisés, autrement pourvus, autrement dominateurs, et aussi sûrs d'eux-mêmes qu'ils auront tôt fait d'imposer à nos populations la dure loi du colon. Je redoute autant la recolonisation sournoise que le génocide rampant. » Ce qu'Aimé Césaire sous-entend, c'est que bien souvent, ceux qui viennent s'installer en Martinique ne viennent pas pour agir en faveur des Martiniquais et de la Martinique, mais ils viennent pour reproduire le même système de domination que les colons. Notre génération subit ce génocide-là de plein fouet. Il est visible, il est palpable. Et la génération de nos parents, elle s'est certes laissée endormir par les discours de De Gaulle, mais elle avait au moins une connaissance beaucoup plus pointue de la Martinique. Cette génération-là savait comment manger ses légumes, comment faire de la farine, comment faire un madou, un blaf. Nous, certes, on ne se laisse plus du tout endormir par le discours d'un blanc en uniforme, mais on doit absolument se ressaisir, mettre à jour et développer nos connaissances, nos savoirs de notre île, parce qu'on a perdu tout ça en fait. Aucun Français, Américain ou Européen ne devrait connaître mieux que moi-même les randonnées, les plages, les plantes, les fleurs, les sites de plongée, les rivières de mon propre pays. La Martinique, c'est chez nous, et moi en tant que jeune Martiniquaise, ça me fait mal de voir que le destin de mon peuple, de mon pays, il est entre les mains de personnes étrangères à nous-mêmes. On laisse construire une Martinique sans les Martiniquais, et après on vient dire de nous qu'on est les rois de la grève. Mais c'est normal qu'on soit les rois de la grève. Quand le pays il est pensé sans nous et contre nous, c'est normal en fait. Et c'est totalement logique qu'on soit tout le temps dans la contestation. C'est normal qu'on essaye de ralentir son démantèlement, c'est totalement normal. Si vous êtes parti de la Martinique, il y a de grandes chances que vous viviez loin de chez vous parce qu'un groupe d'hommes blancs a décidé de mettre en place une politique migratoire pour vider l'île de ses habitants. Pour moi, le problème n'est pas tant de partir en France, mais c'est d'avoir la possibilité de partir uniquement en France, et bien souvent, définitivement. Avec cette politique migratoire, aujourd'hui, le mal est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Même si vous êtes loin, gardez en tête que la Martinique, c'est chez vous. On ne va pas naïvement demander à tous les Martiniquais de la diaspora de rentrer chez eux. On sait très bien que ce n'est pas aussi simple. Et je pense d'ailleurs que les Martiniquais, qu'ils soient installés en France ou ailleurs dans le monde, aujourd'hui, ils représentent une richesse pour la Martinique, à condition qu'ils gardent un lien social, culturel et économique avec leur île. En fait, il faudrait que ceux qui partent avec la responsabilité active du développement de leur île et qu'ils connaissent la valeur et le génie de chez nous. Et qu'ils n'en reviennent pas uniquement en vacances comme des touristes à aller aux salines et manger des langoustes, ni non plus comme des colons qui viennent imposer et copier bêtement ce qu'ils ont vu ailleurs. Mais il faudrait vraiment qu'ils se sentent liés et qu'ils participent au développement interne et au rayonnement de la Martinique. Cette diaspora martiniquaise, elle pourrait être l'écho dans le monde de notre savoir, de notre culture, de notre histoire, de nos sciences, mais aussi de nos difficultés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu nous remarquer dans le mouvement, c'est qu'on a reçu un soutien énorme des Martiniquais, pas seulement de la France, mais du monde entier,
Et je suis convaincue que partout où il y a des Martiniquais sur Terre, les gens ont entendu parler du chlordécone. Donc ça sert à ça aussi une diaspora. Prenons conscience qu'on ne sera jamais un peuple uni tant qu'on n'a pas le sentiment collectif de travailler nous-mêmes au développement de notre propre pays. Martinique, c'est à nous, c'est Kainou qui l'a. Anywhere me go, fuck sav kay mwen ki la. Si man le koke an le an planche, oui man y doit. Mwen pa pe pon bombo clot, pon bombo clot. Système la rend mwen hot, bouge vers loin, une amie hot.